On l'a toujours décrite comme la tranquille, la fidèle, la femme qui est restée là, où n'importe qui d'autre aurait fui. Pendant des décennies, Jessie Coulter a été présentée comme l'ange à côté du hors-la-loi, une âme évangélique, à la voix douce se tenant patiemment, à côté d'un homme déterminé à brûler tous les ponts sur son passage. Cette image est devenue une légende. Mais aujourd'hui, à 82 ans, Jessie Coulter réécrit l'histoire avec ses propres mots. Tout a commencé par un moment que personne n'a vu venir. Dans une pièce remplie de familles au cours d'une conversation censée être ordinaire, Jessie s'est penchée et a prononcé une seule phrase si douce qu'elle ressemblait presque à une confession destinée à elle seule. « Il a laissé quelque chose sous le plancher », a-t-elle dit, « et je ne l'ai jamais dit à personne. » La pièce était éteinte et restée immobile. Parce que ce à quoi elle faisait référence n'était pas une chanson, ni un souvenir, ni une métaphore. C'était le début d'une vérité qu'elle avait portée seule pendant plus de 40 ans, une vérité façonnée par l'amour, la tourmente, la loyauté et une nuit qui a tout changé. Cette histoire n'a rien à voir avec la célébrité. Elle n'a rien à voir avec les classements ou les tubes. Elle a trait à ce qui s'est passé quand les portes se sont fermées, quand les lumières se sont éteintes et quand le monde a cessé de regarder. Elle a trait à une promesse que Waylon Jennings lui a fait jurer de tenir et au prix à payer pour l'honorer toute une vie. Pour la première fois, Jessie Coulter est prête à rompre cette promesse. Et quand elle le fera, cela aura le pouvoir de changer tout ce que nous pensions savoir sur l'un des couples les plus légendaires de la musique country. Avant d'être liée au mythe de Waylon Jennings, elle était simplement Miriam Johnson, une fille de pasteur de Phoenix, avec une voix qui ressemblait à du velours enveloppant un éclair. Elle a été élevée avec des hymnes gospel et un travail acharné, jouant du piano à l'église, chantant des chansons destinées à élever les esprits fatigués et rêvant tranquillement d'une vie qui s'étendrait au-delà de l'autel. Avant Nashville, avant Waylon, avant que le chaos n'entre dans ses journées, elle était sa propre personne. Pendant un bref moment, le monde l'a vue ainsi aussi. Elle est up. Elle a d'abord rencontré Duane Eddy, la légende de la guitare dont le son a façonné toute une génération. Ils se sont mariés jeunes. Elle a tourné avec lui, a appris les mécanismes impitoyables de l'industrie musicale et a payé son dû en silence et avec patience. Finalement, elle s'est éloignée, a repris son indépendance et son nom. Au début des années 1970, elle avait trouvé sa propre voix et son propre son sortant. I'm Jessie Coulter, avec une étincelle que les critiques et le public ne pouvaient pas ignorer. Son avenir semblait grand ouvert. Puis, Waylon Jennings est entré dans sa vie et la lumière a changé. Waylon était déjà une contradiction vivante. Il était magnétique et torturé, charmant et volatile, profondément aimé et dangereusement incontrôlable. Jessie n'était pas naïve à ce sujet. Elle a vu les pilules, le whisky et le tempérament qui s'enflammait sous l'arrogance du hors-la-loi. Mais elle a aussi vu l'homme sous tout cela, le rêveur, le poète, le garçon blessé qui se cache derrière la bravade, et quelque chose en elle croyait qu'elle pouvait l'atteindre. Leur relation n'a pas été un tourbillon d'amour, mais une tempête. Ils se sont heurtés, séparés, réunis, et heurtés à nouveau. Waylon disparaissait pendant des jours, parfois des semaines. Jessie restait seule, se demandant s'il était avec une autre femme, ou si c'était le moment où il ne reviendrait pas du tout. Pourtant, elle est restée. Pas parce qu'elle avait peur, pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle croyait peut-être bêtement que son amour pouvait être plus fort que les démons de l'homme. En 1975, Jessie sort I'm Not Lisa, la chanson qui définira sa carrière. Elle parle d'une femme qui vit dans l'ombre de quelqu'un d'autre qui se trompe, qui est négligé et effacé. Elle résonne profondément avec les auditeurs parce qu'elle reflète sa propre vie plus étroitement que personne ne le réalise. Même si le monde chante son nom, elle se sent invisible au sein de sa propre histoire. Au fur et à mesure que Waylon s'élevait, devenant le visage de l'outlaw country, Jessie était de plus en plus présentée comme sa femme plutôt que comme une artiste à part entière. Ses amis ont remarqué des changements, des bleus émotionnels de longs silences. Peut-être plus. Jessie a nié les rumeurs insistant toujours sur le fait que Waylon n'a jamais levé la main sur elle. Mais il y a eu un incident dans 1978, après un spectacle à Houston,
dont elle n'a jamais parlé publiquement. Jusqu'à aujourd'hui, elle en a parlé dans un journal d'une écriture soignée et penchée. « Il m'a regardé comme si je n'étais pas réelle », écrit-elle, comme s'il ne me reconnaissait pas du tout. Ce qui a suivi, dit-elle, c'est quelque chose qu'elle a enfoui si profondément qu'il a failli disparaître. Presque. Mais il n'a pas disparu. Il est resté caché en attente sous le plancher, où cette histoire reviendra bientôt. Au fil des ans, les addictions de Waylon ont resserré leur emprise. Il y avait des jours où il ne dormait pas, des nuits où il ne parlait pas. La cocaïne n'était plus seulement une habitude. Elle était devenue une force qui lui tournait autour chuchotant dans ses os, brouillant la frontière entre la brillance et la folie. Jessie le trouvait faisant les 100 pas sur le sol au petit matin, les yeux injectés de sang fulminant à propos des gens dans les murs de la musique, qu'il était le seul à entendre des camionnettes du gouvernement qui suivaient le bus de tournée. Il s'effilochait et elle était la dernière personne qui essayait encore de le maintenir en vie. Le public a vu un roi rebelle, une icône de la country vêtue de cuir et d'ombre. Jessie a vu quelque chose de bien plus fragile. Elle a vu un homme hanté par la honte de son enfance, par une célébrité qu'il n'a jamais vraiment voulu par la mort de ses amis, et par le fardeau épuisant de faire semblant d'être plus grand que nature, nuit après nuit. Waylon ne pouvait pas l'éteindre. Pire, il ne voulait pas le faire. Le chaos était plus fort que la douleur, et il l'a donc nourri. Dans 1981, tout a fini par craquer. Il séjournait dans un motel bon marché et tranquille à l'extérieur de Memphis, loin des caméras et des journalistes. Jessie avait essayé de l'amener à se reposer, à manger, à rester tranquille suffisamment longtemps pour que la clarté revienne. Au lieu de cela, il s'est retourné contre elle non pas avec ses poings, mais avec des mots assez tranchants, pour blesser toute une vie. Elle a écrit plus tard qu'elle avait eu l'impression de voir le diable parler par la bouche de quelqu'un qu'elle avait autrefois aimé. Cette nuit-là, elle est partie. Elle a conduit pendant des heures sans destination, guidée uniquement par le ronronnement de l'autoroute et la douleur dans sa poitrine. Lorsqu'elle est revenue le lendemain matin, Waylon n'était plus là. Il n'y avait pas de mots, pas de sac fait, juste un miroir de salle de bain brisé et une petite boîte en bois posée sur la table de nuit. Elle ne l'a pas ouverte à ce moment-là. Elle ne l'a pas ouverte pendant 30 ans. Mais lorsqu'elle l'a finalement fait, tout ce qu'elle croyait à propos de cette nuit-là et à propos de lui a changé pour toujours. Ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte et le message qui y était gravé seront révélés plus tard dans cette histoire. Et pourtant, elle ne l'a pas quitté. C'est la question que tout le monde posera plus tard sans jamais obtenir de réponse. Pourquoi ne s'est-elle pas sauvée? La réponse de Jessie exprimée maintenant avec une honnêteté tremblante et dévastatrice. « Je pensais que si je partais, il mourrait, » admet-elle, « et que s'il mourait, ce serait de ma faute. » Ce n'était pas une victime, ni une sainte. C'était une femme qui s'accrochait à la croyance que l'amour même battu et saignant pouvait encore tirer quelqu'un du bord. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'était à quel point ce bord était devenu proche, et à quel point il finirait par les couper tous les deux. Les premiers 1980 se sont écoulés dans un flou de néons, de spectacles nocturnes et de prières que Jessie n'a jamais admis avoir murmurées. Aux yeux du monde, ils étaient la royauté de la country. Elle se tenait à ses côtés lors des remises de prix, souriait pour les photos et remontait dans les bus de tournée lorsque les réservations arrivaient. Mais derrière ces portes, tout s'écroulait. L'homme qui lui écrivait des notes d'amour dans les marges des feuilles de parole disparaissait lentement sous l'addiction et la paranoïa. Jessie ne portait pas seulement sa propre douleur, elle portait aussi celle de Waylon. Chaque fois qu'il s'effondrait en coulisses, elle était là lui tenant la tête. Chaque fois qu'il disparaissait, c'est elle qui passait les appels, qui le retrouvait, qui le ramenait. Et pendant tout ce temps, le secret sous le plancher restait intact, attendant le jour où elle se déciderait enfin à dire la vérité. Elle tenait un carnet caché de tous, où elle notait les endroits où il disparaissait, les pseudonymes qu'il utilisait lors des contrôles, les excuses qu'il donnait à sa direction. Page après page, c'était moins un journal que la carte d'un homme qui ne voulait pas être trouvé. Et puis il y avait les visites à l'hôpital, les overdoses que personne ne signalait, les concerts annulés, que l'on mettait sur le compte de l'épuisement. Dans l'une des entrées les plus glaçantes de son carnet,
Jessie écrit « Il ne me reconnaissait plus le soir. Il m'appelait chérie comme si je n'étais qu'une autre fan qu'il ne se souvenait pas avoir rencontrée. Son cœur se brisait au ralenti, encore, et il n'y avait personne à qui elle pouvait le dire. Le mythe de Waylon Jennings était trop grand, trop sacré. S'y opposer relevait du blasphème. Puis vint le baby grand. Il a été livré à leur domicile sans note, sans carte, juste une inscription délavée gravée sous le couvercle à celui qui est resté. Jessie ne sait pas qui l'a envoyé. Waylon ne l'a jamais reconnu, mais elle a recommencé à jouer tranquillement la nuit. Des chansons qu'elle n'avait pas chantées depuis des années, des hymnes gospel des berceuses. Et lentement, quelque chose en elle a commencé à revenir à la vie. Ce piano allait devenir son refuge, le seul endroit où elle pourrait encore se sentir Jessie, et pas seulement l'ombre à côté d'une légende. Mais plus elle s'enfonçait dans les touches, plus les souvenirs se bousculaient. L'une d'entre elles, enfermée depuis les premières années de leur mariage, a commencé à se frayer un chemin. Elle avait quelque chose à voir avec une nuit à Tucson, avec une lettre que Waylon lui avait fait brûler, avec un secret dont il disait qu'il détruirait tout si jamais il était divulgué. Elle pensait l'avoir oublié, mais le piano s'en souvenait. Et une fois que cette mélodie est revenue, la vérité a commencé à fredonner juste sous le bout de ses doigts. Une vérité qui expliquerait la boîte, la lettre brûlée, et pourquoi toutes ces années plus tard, Jessie Coulter ne peut pas dormir sans que la lumière soit allumée. Jessie avait appris à vivre entre deux réalités, une où elle souriait et chantait, pour les caméras, et une autre où le passé hantait chaque recoin tranquille de sa maison. À la fin des années 80, Waylon a commencé à sortir lentement de la dépendance, mais les cicatrices qu'il a laissées derrière lui ne se sont pas refermées simplement parce que la drogue a disparu. En fait, la sobriété a aggravé certaines choses. Il était lucide, maintenant il se souvenait de plus en plus de choses, et elle aussi. Un soir, il s'est assis à côté d'elle au piano. Elle jouait doucement fredonnant un air de gospel lorsqu'il a tendu la main et arrêté ses mains au milieu de l'accord. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Puis il murmura. « Te souviens-tu de Tucson ?» Le sang de Jessie se glaça. Il n'avait pas parlé de cette nuit depuis plus de 20 ans. Elle hocha lentement la tête. Waylon a juste dit « Je n'aurais jamais dû te faire brûler ça. » Jessie n'a pas précisé ce que c'était, mais cette nuit-là, elle a écrit dans son journal « Il y a une raison pour laquelle j'ai arrêté de chanter cette année-là. Quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai fait. » Cette phrase n'a jamais été expliquée, pas même dans ses mémoires, mais ses proches affirment que pendant des années, elle a complètement évité l'Arizona. Les amis qui en parlaient disaient qu'elle devenait silencieuse, distante, comme si son esprit avait quitté la pièce. Puis, en 1992, en rangeant un placard, Jessie a trouvé quelque chose qu'elle croyait disparu depuis longtemps. Une cassette étiquetée d'un seul mot, Tombstone. Elle était écrite de la main de Waylon. Et quand elle l'a écoutée, ses mains ont tremblé. La voix sur la cassette était la sienne, mais elle ne chantait pas. Il se confessait, divaguait, pleurait, parlait d'un choix qu'il avait fait dans 1974 qui enterrait plus qu'un simple nom. Cette cassette n'était pas destinée à être entendue, mais Jessie l'a gardée. Elle l'a rangée dans un coffre-fort avec la boîte en bois du motel et une photo de Waylon devant une église avec un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et sous cette photo, un nom griffonné à l'encre délavée. E.W. N'oublie pas ce que nous avons fait. Des années plus tard, Jessie a essayé de reconstituer l'histoire. Elle a engagé un détective privé discrètement pour retrouver le nom et l'église. Ce qu'elle a trouvé l'a conduite à un cimetière désertique, à une parcelle non marquée et à un document judiciaire scellé de 1975 qui avait été enterré sous des noms d'emprunt et la bureaucratie. Elle n'a jamais révélé ce que contenaient ces documents, ni à la presse, ni à ses amis les plus proches. Mais dans une interview, lorsqu'on lui demande quel est le plus grand fardeau qu'elle ait jamais porté, elle répond « Il y a une raison pour laquelle je chante à Dieu plus qu'aux gens maintenant. Il y a des choses que seul le ciel peut pardonner. » Et avec cela, la mélodie de leur mariage a pris un ton plus sombre et plus silencieux. Car quoi qu'il se soit passé à Tucson, cela n'est jamais vraiment resté là. Cela les a suivis. Cela s'est infiltré dans chaque note qu'elle a jouée, chaque texte qu'elle a écrit, et chaque silence qu'elle a gardé plus longtemps qu'il n'aurait dû durer.
Au début des années 2000, Jessie Coulter s'était retirée dans une vie plus calme. En public, elle apparaissait sereine, gracieuse dans les interviews douces sur scène, choisissant toujours ses mots, avec l'assurance de quelqu'un qui a porté trop de secrets pendant trop longtemps. Mais derrière les sourires doux et les airs de gospel, son monde s'était refroidi. Waylon était parti, et avec lui le seul homme qui connaissait tout le poids de ce qu'ils avaient enterré ensemble. Sa mort en 2002 l'a frappé comme un train au ralenti. Pas avec un cri, mais avec un silence si profond qu'elle s'est retrouvée incapable de jouer du piano pendant près d'1 an. Chaque pièce de leur maison semblait vide. Chaque chanson sonnait comme un fantôme. Les gens envoyaient des fleurs, écrivaient des hommages et la saluaient comme la dernière femme debout de l'air des hors-la-loi. Mais aucun d'entre eux ne savait ce qu'elle avait vraiment perdu. Car lorsque Waylon était mort, il n'a pas seulement emporté des souvenirs avec lui, il a emporté un pacte, une vérité enfouie. Et Jessie, pour la première fois depuis des décennies, se retrouvait seule face à ce problème. 1 an plus tard, elle reçut une lettre sans adresse de retour, à l'intérieur de laquelle se trouvait une photocopie de la photo qu'elle avait gardée cachée, celle de Waylon et de l'étranger à l'extérieur de l'église. Mais cette copie avait quelque chose que l'original n'avait pas. Une deuxième figure à l'arrière-plan floue, mais sans aucun doute Jessie elle-même. En dessous, une seule ligne dactylographiée. La vérité ne reste pas éternellement morte. Elle ne l'a pas dite à son fils. Elle n'a pas appelé la police. Au lieu de cela, elle a tranquillement fait son sac et a disparu pendant 3 jours. Personne ne sait où elle est allée. À son retour, elle a brûlé ses journaux. Tous. Des décennies de pages ont été réduites en cendres dans le foyer de l'arrière-cour. Les voisins disent qu'elle était Elle est restée silencieuse devant de la fumée pendant des heures. Après cela, quelque chose a changé en Jessie. Elle s'est mise à parler en paraboles. Des histoires zen vagues sur la miséricorde de Dieu, le pardon et le prix du silence. Dans les interviews, lorsqu'on l'interrogeait sur les années sombres de Waylon, elle changeait de sujet. « Il a fait la paix avec Dieu », disait-elle. « C'est tout ce qui compte. » Mais les yeux racontaient une autre histoire. Des yeux qui en avaient trop vu, trop su, et qui attendaient quelque chose ou quelqu'un. Ses amis ont remarqué qu'elle avait commencé à fermer à clé sa salle de piano. Elle n'ouvrait pas son courrier pendant des semaines. Et une fois, lors d'une rencontre d'auteurs-compositeurs à Nashville, elle a brusquement mis fin à son concert après que quelqu'un dans la foule a crié « Jouez quelque chose de Tom Stone ». Ses mains ont tremblé pendant tout le trajet vers la sortie de Swen. Le passé, semble-t-il, n'en avait pas fini avec elle. Alors que des rumeurs circulent sur une chanson inachevée que Waylon aurait écrite et qui ferait référence à l'église à la lettre, et à l'accord, Jessie se retrouve à tenir le dernier fil d'une histoire qui n'était pas censée se démêler. Et ce qu'elle fait de ce fil va bientôt choquer tout le monde. Les rumeurs se font de plus en plus fortes au fil des ans. Tout a commencé par des conversations feutrées entre de vieux musiciens de studio et des vétérans de l'équipe de route. Des rumeurs sur une chanson que Waylon n'avait écrite mais jamais publiée, une dernière piste qui n'avait été entendue que par quelques privilégiés. Ils l'ont appelé « The Fifth Verse », le 5e verset. Certains ont parlé d'aveux, d'autres de menaces, mais tous étaient d'accord sur un point. Jessie Coulter avait la cassette. L'histoire raconte que Waylon l'a enregistrée tard un soir de 1989, seul dans son home studio, avec seulement sa voix et une guitare. Le morceau n'a jamais figuré sur aucun album. La bobine maîtresse n'a jamais été enregistrée par RCA. Jessie l'a gardée cachée dans une boîte ignifugée loin des oreilles de l'industrie. Un seul ingénieur a déclaré l'avoir entendue, et il a dit qu'elle l'avait laissé froid pendant des semaines. Les paroles, murmura-t-il, mentionnèrent le mensonge d'un prédicateur, une tombe sans nom et une femme qui en savait trop. Cette femme, c'était Jessie. Dans 2010, un blogueur anonyme a publié un clip audio granuleux 20 secondes de ce qui semblait être la voix de Waylon, fredonnant une mélodie qui ne correspondait à aucun enregistrement connu. Le message a été supprimé quelques heures plus tard, mais pas avant que les fans n'en aient eu vent. Les fils de discussion sur Reddit ont explosé, des vidéos de conspiration ont circulé, et soudain, une nouvelle génération de fans de country a voulu savoir ce que Jessie Coulter savait sur Waylon Jennings et qu'elle n'avait jamais partagé. Jessie, quant à elle, était restée silencieuse. Cela a changé en 2012 lors d'une rare séance publique de questions-réponses au Texas.
Un membre du public jeune et audacieux lui a demandé directement si Waylon avait déjà enregistré une chanson sur Tucson. La salle s'est figée. Jessie a baissé les yeux. Ses mains se sont croisées sur ses genoux, puis elle a dit presque trop doucement pour être entendue. Il a enregistré beaucoup de choses qu'il n'a jamais voulu que le monde entende. Elle n'a rien dit de plus, mais le mal était fait. L'intérêt s'est ravivé. Les journalistes ont recommencé à frapper à la porte. D'anciens membres du groupe ont été interviewés. Les producteurs ont passé les archives au peigne fin. Mais la chanson, si elle existait, était introuvable. C'est alors que Jessie a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a contacté un historien de Nashville connu pour avoir découvert des cassettes perdues de l'époque des hors-la-loi. Elle lui a tendu une enveloppe scellée et lui a dit « Relâchez ceci après mon départ, pas avant ». À l'intérieur se trouvaient une lettre, une histoire et une clé USB. Le contenu n'a jamais été rendu public, mais l'historien a confirmé son authenticité. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il contenait, il a simplement répondu qu'il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour, mais d'un avertissement. Ce que Waylon a avoué dans cette chanson perdue et ce que Jessie a porté en silence pendant toutes ces années est maintenant rangé une fois de plus dans l'attente. Parce que certaines vérités ne meurent pas avec les personnes qui les ont vécues. Certaines attendent simplement le bon accord, la bonne voix et le bon moment pour être enfin entendues. Lorsque Jessie Coulter a atteint ses 80 ans, ses apparitions publiques étaient devenues rares, et ses interviews encore plus rares. Mais lorsqu'elle émerge, ce n'est jamais sans but. En 2022, elle assiste à un petit spectacle privé à Nashville destiné à honorer l'héritage des hors-la-loi. On ne s'attendait pas à ce que Jessie se produise, mais au milieu de la soirée, elle demande discrètement à monter sur scène. Elle s'est assise seule au piano, la lumière des projecteurs sur son visage usé par le temps, et pendant un moment, la salle a retenu son souffle. Elle a commencé par un air de gospel familier, « Storms never last less tempête » ne devient jamais une chanson, qu'elle avait déjà enregistrée avec Waylon, mais dont elle avait changé les paroles au milieu de l'enregistrement. Subtil au début, un mot par-ci, une ligne par-là, et puis un nouveau couplet que personne n'avait entendu auparavant. Tu as promis au prédicateur que nous ne reviendrions jamais en arrière, mais j'entends encore l'appel, la terre qui devient noire. La salle s'est figée. Les auteurs-compositeurs dans la foule se sont penchés en avant. Les producteurs ont échangé un coup d'œil. C'était indubitablement une référence à la rumeur. La chanson inédite de Waylon The Secret in Tucson the Grave, with no name. Jessie a terminé la chanson en silence, n'a pas dit un mot, et est partie par la porte arrière avant que quelqu'un ne puisse lui demander ce que cela signifiait. Cette performance n'a jamais été diffusée. Les téléphones avaient été interdits, mais la nouvelle s'est vite répandue. Et dans les jours qui ont suivi, les initiés de l'industrie ont commencé à réexaminer les vieux registres, les bandes démos, et même les paroles abandonnées de Waylon. Une feuille est remontée à la surface avec une ligne griffonnée dans les marges. Elle détenait la clé, mais jamais la carte. Le mensonge était enterré là où les prières se chevauchent. Cela a ravivé le mystère. Pendant ce temps, Jessie a pris une initiative curieuse. Elle a contacté un vieil ami de Waylon, un homme connu dans la communauté, pour son commerce de matériel d'enregistrement vintage et de souvenirs de hors-la-loi. Elle lui a confié un étui en cuir abîmé. Elle n'a pas dit ce qu'il contenait, elle l'a simplement regardé dans les yeux et lui a dit « Assure-toi qu'il trouve les bonnes oreilles quand je ne serai plus là. » Lorsqu'on lui a demandé lors d'une interview ultérieure s'il y avait des non-dits entre elle et Waylon Jessie, a souri tristement et a dit « Pas des non-dits, juste des non-entendus. » À présent, les chuchotements avaient pris de l'ampleur. Que s'était-il passé exactement à Tucson? Qui était l'homme sur la photo? Pourquoi y avait-il une tombe anonyme et une église aux archives scellées? Et qu'est-ce que Waylon avait supplié Jessie de brûler et qu'avait-elle refusé? Alors que sa santé devenait de plus en plus fragile, les fans ont commencé à réaliser que Jessie n'était pas seulement le dernier lien avec Waylon. Elle était la dernière personne vivante à connaître toute l'histoire. Et plus on regardait en profondeur, plus on avait l'impression que les chansons, les silences et les versets enterrés étaient tous les morceaux d'une confession trop lourde pour être portés par une seule voix. Et pourtant, elle chantait parce que c'était la seule façon
qu'elle connaissait de dire la vérité. La vérité finale n'est pas venue lors d'une révélation dramatique d'une conférence de presse ou d'un livre de souvenirs à succès. Il s'agit d'un album acoustique sorti discrètement. Pas de promotion, pas de label, juste un téléchargement sur un site de streaming peu connu sous le vrai nom de Jessi Coulter, Miriam Johnson. L'album s'intitule Floorboards. Pas de notes de pochette, pas de paroles, juste 10 chansons. Et l'une d'entre elles, track 7, s'appelait simplement Tucson. Les fans qui l'ont trouvée l'ont écoutée dans un silence stupéfait. La chanson était crue. La voix de Jessi, plus âgée et marquée par le chagrin, ne chantait pas l'amour, ou le chagrin d'amour, mais le secret et le fardeau. Les paroles dépeignaient une église du désert, une confession de minuit et un homme creusant dans la terre, sèche, tandis qu'une femme priait sous des lumières vacillantes. Une phrase en particulier a refroidi les auditeurs. Il a dit que la bouteille était vide, mais que l'acte était accompli. Nous avons donc enterré la vérité avant le soleil du matin. C'était poétique, certes, mais ce n'était pas abstrait. C'était précis. Et cela envoyait un message à tous ceux qui avaient suivi le mystère. Jessi avait enfin parlé. En l'espace de quelques jours, la chanson a disparu du site retiré effacé des serveurs. Seule une poignée de personnes a réussi à la télécharger avant qu'elle ne disparaisse. Mais le mal, ou peut-être la guérison, était fait. Le mythe a été brisé. Dans les mois qui ont suivi, une église située à l'extérieur de Tucson a fait l'objet d'une rénovation discrète. Selon les archives locales, une partie de son sous-sol a été excavée en raison de l'instabilité de ses fondations. Aucun autre détail n'a été communiqué, mais certains habitants ont affirmé que des véhicules gouvernementaux avaient été vus près du site. D'autres ont insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'une équipe de construction. Mais une fois de plus, Jessi n'a rien dit. Puis vint le dernier entretien. Assise sous le porche de sa maison, la lumière du soleil traversant les grands chênes, on demanda à Jessi si elle avait des regrets. Elle marqua un long temps d'arrêt avant de répondre. « J'aurais aimé que nous soyons plus honnêtes, a-t-elle dit l'un envers l'autre avec nous-mêmes. Mais Waylon était un homme hanté, et il y a des fantômes qu'on ne peut pas enterrer avec des chansons. » Elle n'a pas donné plus de détails. Jessi Coulter avait vécu l'amour et le chaos, le silence et les tempêtes. Elle s'était tenue aux côtés de l'une des figures les plus puissantes de la musique country et avait tranquillement protégé une vérité trop dangereuse pour être partagée en son temps. Et maintenant, dans ces dernières années, elle avait choisi de laisser les morceaux tomber où ils pouvaient. Parce que tous les mystères ne sont pas destinés à rester enterrés. Certains sont chantés doucement par la dernière voix qui reste et qui se souvient.